Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous sommes des militants libertaires, défendant les principes de la démocratie directe, de l'athéisme, du féminisme universaliste ou encore de l'internationalisme. Ces engagements, ces convictions ne sont pas des idéologies, à l'opposé de tous ceux qui, de plus en plus, enferment et galvaudent les idées d'émancipation sociale et individuelle. Nous nous réclamons de l'héritage européen des Lumières et des mouvements ouvriers. Nous nous revendiquons donc de la discussion authentique, de la recherche de la vérité et de l'attention à la réalité. Nous prenons l'intelligence où elle se trouve. Quel que soit leur camp, quel que soit leur grade ou leur éclat, invitant ceux qui nous semblent les faire vivre au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétiques, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Les enjeux des technocritiques. Première partie de l'entretien avec Daniel Cérézuel. Podcast hérétique, on reçoit Daniel Cérézuel, qui est un philosophe dans la lignée en fait des penseurs technocritiques, comme Jacques Ellul, qui est le premier à avoir posé le problème de la critique, de la technique, et Bernard Charbonneau, qui est le précurseur de l'écologisme. Et il a sorti de nombreux ouvrages, et on en citera deux. Il y a Bernard Charbonneau ou la critique du développement exponentiel, qui est sorti en 2018. Et dernièrement, il y a La technique et la chair, qui était initialement paru en 2011, qui a été réédité par l'Échappée et qui est sorti en 2021. Alors vous êtes plus précisément un philosophe de la technique. Est-ce que vous pourriez nous présenter de manière assez globale, en introduction, la direction de vos travaux ? Alors pour ce qui est de la direction ou de l'orientation de mes travaux, je dois dire qu'au départ, ils sont guidés par une préoccupation qui est d'ordre politique. C'est-à-dire que très tôt, j'ai été convaincu qu'il était urgent de procéder à une réorientation et à une réévaluation de nos pratiques techniciennes. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que le rythme d'expansion de notre système technique, de notre puissance technique d'action et d'intervention dans le monde, ce rythme-là, qui ne cesse de s'accélérer depuis 300 ans, devient de plus en plus insoutenable et bute sur des contradictions dont certaines ont été repérées il y a longtemps, je reviendrai là-dessus, mais de plus en plus intenses. Il me semble que cette accélération technicienne incontrôlée de l'innovation et de la puissance engendre des formes de désorganisation environnementale. Aujourd'hui, tout le monde parle du dérèglement climatique. Il y a 40 ans, on parlait de la pollution, qui est toujours là d'ailleurs. Ça engendre aussi, au-delà de ces désorganisations environnementales, une désorganisation sociale, qui se manifeste par des tensions, parfois par des crises, et aussi une désorganisation politique. Ce qui me frappait il y a longtemps déjà, c'était justement une incapacité dans ce que je voyais de la vie sociale, une incapacité à enregistrer ces problèmes et à mettre en place des réponses. Il me semble qu'on est, on est toujours dans le trop tard, les interventions et les réponses. On répond trop tard à des problèmes que parfois on avait identifiés il y a longtemps. Et je voudrais en donner quelques exemples pour préciser mon propos. On a beaucoup parlé depuis une quarantaine d'années de l'amiante.
et du problème du risque sanitaire qui était lié à son utilisation industrielle. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la dangerosité de l'amiante était connue dès l'Antiquité. Pline l'Ancien, par exemple, signale au 1er siècle après Jésus-Christ que les esclaves qui extrayaient l'amiante tombaient malades. On ne savait pas trop pourquoi, mais on savait que c'était toxique. Dès 1890, on a su mieux pourquoi. On a vu que le risque résultait principalement de l'inhalation des fibres, et ce risque était bien identifié il y a 130 ans. Des articles scientifiques sont parus, etc. Mais il a fallu un siècle et des dizaines de milliers de morts pour qu'on arrive à prendre des mesures de contrôle et voire d'interdiction. Deuxième exemple, les PCB, polychlorure de biphényle. Ils sont mis au point par des chimistes dans les années 20. Leur toxicité est signalée très vite, dès les années 30. Mais il faut attendre à nouveau 50 à 60 ans pour que se mettent en place des contrôles. Et aujourd'hui, des PCB, il y en a partout. Difficile de les sortir de tous les endroits où il y en a. Donc il y a un côté un peu d'irréversibilité difficile à maîtriser. Prenons la question maintenant des gaz à effet de serre. Le problème a été signalé en 1896 par un savant suédois, Svante Arrhenius, qui était un grand chimiste, très connu. Il a été très vite prix Nobel en 1903. Et il avait publié un article intitulé « De l'influence de l'acide carbonique dans l'air sur la température au sol ». Et il prévoyait que le réchauffement climatique que nous connaissons, du fait de la généralisation de l'usage industriel du charbon. Et il avait fait des calculs, il avait fait des prévisions qui n'étaient pas absolument exactes, mais dans des ordres de grandeur qui ne sont pas si éloignés de ce qu'on peut aujourd'hui décrire. Je donnerai un autre exemple aussi, c'est l'automobile et les risques liés au transport motorisé. Ça, c'est quelque chose que l'on voit tous les jours. Ce qu'il faut signaler, c'est que le premier blessé connu, c'est un cycliste, le 30 mai 1896 à New York. Il y a eu un article dans la presse. Le premier mort, quelques mois plus tard, en 1896 toujours, à la même année que l'article de Svante Arrhenius, à Londres. Et c'est un piéton, cette fois, qui est tué par une automobile. Alors, plus près de nous, en 2016, selon l'OMS, il y a eu 1 350 000 morts dans le monde des suites d'un accident de circulation. À cela, il faut ajouter, chaque année, entre 20 et 50 millions de personnes blessées ou handicapées tous les ans. Alors, je rappelle ça parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre en Ukraine. On trouve ça terrible de voir toutes ces jeunes vies qui sont sacrifiées. Mais il faut rappeler que l'automobile tue plus que les guerres. L'automobile tue plus que les guerres. Et il faut insister sur le fait que les tentatives de réglementation et de renforcement de la sécurité routière se sont toujours heurtées à des résistances obstinées, voire à des rejets violents, qui ne sont pas seulement le fait des intérêts économiques, mais aussi, et c'est ce qui est le plus préoccupant, celui des victimes potentielles, c'est-à-dire des automobilistes eux-mêmes. En dépit donc de la sophistication technique de l'ingénierie automobile qui le rend possible, le monde du transport et du déplacement motorisé n'est pas celui des comportements rationnels et utilitaristes.
en réalité, nous ne voulons pas en connaître les coûts humains, économiques, environnementaux. Il y a aujourd'hui beaucoup d'articles sur les soldats qui meurent en Ukraine. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un article dans la presse sur les morts sur les routes. C'est là qu'il y a un problème, où on rencontre un problème qui est un problème fondamental. Vous listez un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été anticipés dans le domaine de la technique, qui est votre domaine de réflexion, mais on pourrait aussi lister un certain nombre de problèmes qui ont été posés assez tôt aussi et qui n'ont pas été anticipés. Je ne sais pas, je pense par exemple au totalitarisme russe, qui a été dénoncé assez tôt, dans les années 20, dès le putsch bolchevique d'octobre 17, qu'on présente comme une révolution. Et pourtant, il a fallu des décennies en Occident pour qu'on comprenne le phénomène russe, qui était présenté durant longtemps comme la patrie du socialisme, etc. Et est-ce que ce n'est pas tout simplement, non pas une conséquence de la technicisation de notre société, mais est-ce que ce n'est pas dans la nature humaine, ou en tout cas la nature des sociétés, dans l'histoire, d'en rester quant à leur inertie, c'est-à-dire d'avoir du mal à entendre les mauvaises nouvelles et à les anticiper? Alors, vous posez effectivement une bonne question, mais la question justement de l'automobile permet d'apporter un élément de réponse. Et ça, dans des termes dont je dirais que la pensée mythique est résistante au réel. Et on le voit dans le domaine politique, je reviendrai là-dessus, mais vous avez raison de poser l'analogie, et on le voit dans le rapport à la puissance technique aussi. Pourquoi j'introduis cette notion tout d'un coup de pensée mythique, que j'expliciterai un peu plus tard? Nous trouvons normal et inévitable que des vies souvent jeunes soient sacrifiées, par exemple, à l'automobile. Et on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser que si ce à quoi on sacrifie mérite d'être qualifié de sacré, alors il faut admettre que la technique automobile fonctionne comme un sacré. Quelque chose qui mérite le sacrifice. Alors, que les hommes puissent sacraliser et adorer le pouvoir, la puissance, qui fera leur perte, qui fera leur malheur, comme vous venez de le souligner, l'histoire politique de l'humanité, et même récente, en donne maintes exemples. Et cela vaut aussi pour le rapport que nous entretenons avec la puissance technique. C'est donc un rapport de fascination, de sacralisation et de dépendance mentale, psychologique, à un point tel que parfois il faut énormément de temps, il faut parfois des générations pour se déprendre de cette fascination. Alors c'est très intéressant, effectivement, vous montrez, et c'est aussi le but de l'ensemble de votre travail, et notamment du dernier livre, vous montrez que la technique, l'objet technique, la pensée technique n'appartient pas entièrement ou pleinement au domaine de la rationalité, mais au contraire, une part mythique. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'émergence justement de la question de la technique, qui est assez récente? Tout à l'heure en introduction, il a été dit que Ellul a été le premier. C'est pas tout à fait le premier, c'est un des plus importants, mais effectivement, mais il a eu des précurseurs auparavant. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'émergence de cette question que vous posez? Très souvent, spontanément, la technique a été vue comme un progrès, notamment à travers la révolution industrielle au XIXe siècle. Et aujourd'hui, on nous parle d'une technique neutre. Ce serait neutre, ce serait simplement une question pratique ou pratico-pratique qui permettrait de vivre mieux. Tout ça a été remis en cause assez tôt. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques repères historiques? Alors, qu'il y ait une neutralité dans l'usage des objets, du rapport que nous avons avec des objets techniques, d'une certaine manière, c'est une évidence qui a été soulignée dès l'Antiquité. Platon, Aristote reprennent l'exemple du couteau,
qui peut servir à peler une pomme et à tuer quelqu'un. Donc finalement, le couteau en lui-même, il est neutre, il est simplement l'agent d'une intention qui lui est extérieure. Et s'il y a un jugement à porter, c'est pas sur le couteau, c'est sur l'imbécile qui s'en sert. Mal. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les procédures de la technique sont rationnelles. En général. Il y a une rationalité technicienne qu'on peut décrire, analyser. Mais ce qui est différent, c'est le rapport que nous entretenons avec la technique en général, rapport qui, lui, n'est pas rationnel. Comme je disais, c'est un rapport de fascination, de dépendance, de sacralisation qui conduit au déni de la réalité et à des prises de risques, souvent irresponsables, qui favorise ce que mon ami, là, le philosophe américain Carl Mitcham, appelait une incontinence technologique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se retenir. Et alors, pour revenir à votre question, tant qu'on n'avait que des objets, la question de la neutralité de la technique pouvait être évacuée assez facile, s'imposer finalement. Et le fait qu'il y ait une dimension dans l'usage de la technique qui échappe, qui dépasse nos intentions, c'était quelque chose qu'on pouvait facilement négliger. Alors c'est vrai qu'il y avait des techniques qui non seulement, depuis toujours, changeaient les choses sur lesquelles elles s'appliquaient, mais aussi qui changeaient celui qui s'en sert. Bon, par exemple, l'écriture. Oui, le feu. Bon. Mais l'écriture, par exemple, change les modes de rationalité. Il y a le livre magnifique de Goody sur la raison graphique. Comment l'accès à l'écriture va modifier et restructurer les modes de raisonnement, d'argumentation dans la civilisation. Et ça change. Non seulement c'est un outil pratique pour communiquer des informations, mais ça à la longue, ça a structuré pendant des millénaires une transformation du mode de communication, du mode de pensée, du mode de capitalisation de la connaissance, etc. C'est donc déjà, on s'aperçoit qu'une technique simple, facile à identifier en tout cas, comme l'écriture, n'est pas tout à fait neutre. Mais bon, on pouvait l'oublier si on ne réfléchit pas sur des millénaires. Effectivement, si on regarde à l'usage que je fais de l'écriture, pour envoyer une lettre à la poste, écrire un article, etc., bon, c'est moi qui tiens le crayon. Et j'y mets ce que je pense. Oui, je ne réfléchis pas pendant que j'écris au fait que l'écriture elle-même, probablement, agit sur mon mode de pensée et sur ma manière de penser le monde. Bon, au fond, le progrès, alors c'est vrai que le progrès technique a apporté aux humains un surcroît de puissance. La technique étant, l'usage des techniques étant, je dirais, intuitivement, essentiellement transitif, c'est-à-dire action d'un sujet sur un objet qui lui est extérieur. D'où l'espèce d'optimisme qu'on trouve à l'époque, à partir on pourrait faire une longue histoire de cet optimisme, mais enfin, il devient une force sociale au XVIIIe siècle, avec les Lumières, avec si on pense par exemple à Condorcet et à son tableau historique des progrès de la raison humaine, à travers, voilà, donc on pouvait penser que les encyclopédistes, cet intérêt extrême pour les techniques, pour leurs progrès, etc., bon, on pouvait penser que la technique était neutre et que plus de technique, c'était plus de puissance d'agir pour l'homme et d'une certaine manière plus de liberté, en particulier à l'égard de la nature. C'était pas faux.
Hein, il y avait là derrière quand même de solides arguments pour justifier cet optimisme et même cette impatience technicienne. C'est que les premières alertes ne viennent pas, que je sache, mais je ne sais pas tout, des philosophes. Les premières alertes, elles viennent plutôt d'hommes de lettres, de poètes, particulièrement sensibles à certains aspects de l'évolution sociale. Et d'ailleurs, dans le livre donc La technique et la chair, je consacre tout un chapitre au fait que très tôt, vers le milieu du XIXe siècle, alors, il y a eu toute une critique qu'on appelle romantique, du machinisme en Allemagne, en Angleterre, avec William Blake, etc. Bon, je la connais mal, je sais que c'est très important. Moi, j'ai rencontré, à travers mes lectures, deux exemples saisissants de cette critique poétique et littéraire. D'abord, c'est un texte assez étonnant d'Edgar Poe, qui s'appelle L'Ange du bizarre, qu'on aurait dû d'ailleurs traduire plutôt Baudelaire, là, à mon avis, qui a fait la traduction, a tiré le mot odd dans un sens trop du côté du fantastique, alors que c'était plutôt un texte à dimension philosophique. On devrait dire l'ange du singulier. Éventuellement, on pourra peut-être revenir là-dessus. Je pense aussi à un texte de Thomas de Quincey, un écrivain anglais, grand vagabond, un personnage assez curieux qui a connu beaucoup d'errance en Angleterre, et qui a... et les deux... Edgar Poe et de Quincey, à peu de temps de différence, de décalage, ont écrit un texte chacun sur la question de l'accident. Des textes qui sont l'un et l'autre tout à fait prémonitoires et très intéressants. Donc cette première critique qui émerge, je crois, en Allemagne, tout à fait dès les tout débuts de la première industrialisation, c'est-à-dire vers les années 1800. Voilà, donc on a cette phase littéraire sur finalement les penseurs les plus sensibles, les moins, on pourrait dire, trompés par la rationalité, ceux qui croient plus en leurs émotions face à l'expérience qu'ils peuvent faire. Alors, pour la philosophie, ce que je vais en dire peut probablement être nuancé et corrigé, mais je dirais que les choses tournent, l'inquiétude commence à se faire jour au sujet de la question de ce progrès technique exponentiel, cette montée de la puissance humaine dans tous les domaines. Le grand moment, c'est la guerre de 14. C'est la guerre de 14 qui fait un peu tomber les écailles des yeux et fait comprendre, même aux philosophes qui parfois ont du mal à comprendre ce qu'il y a devant eux, que là, il y a quand même un problème. Alors, ce n'est pas... il y a eu, juste avant la guerre de 14, en 1900, déjà quelqu'un comme le sociologue allemand et philosophe aussi, Georg Simmel, dans la philosophie de l'argent, avait montré que les médiations techniques dont l'homme se sert tendent à s'autonomiser et tendent à retentir sur les comportements humains et à favoriser de nouvelles formes de dépersonnalisation. Et en particulier, bon là il applique ça essentiellement à la monnaie, mais il parle aussi du droit,
de l'État. Donc déjà, 1900, on voit un grand intellectuel qui pose des questions. Hein, et je sais par exemple que Ellul avait lu Simmel. Par contre, c'est après la guerre de 14 que là, on voit apparaître tout un mouvement. Peut-être qu'on pourrait aussi évoquer au 19e le mouvement ouvrier. Il y a quand même eu tout un mouvement justement qui visait à critiquer l'introduction des machines dans les ateliers, dans les usines, et qui justement asservissait le travail humain. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment pour le coup une dépersonnalisation du travailleur, oui, dont les tâches devenaient absolument automatisées et devait devenir lui-même une machine. On parle des ludites, il y a aussi des résistances dans les campagnes, beaucoup plus anonymes à l'introduction des machines industrielles, agricoles, etc. Parce que Lukács, justement, dans les années 20, définissait comme la réification, qui est un terme qui est oublié aujourd'hui, et c'est tout à fait dommage. Le fait de rendre les choses, de tout rendre une chose, de reste la chose, réification du travailleur, le travailleur lui-même devient une chose. Et là, c'est dans la chair, ça rejoint aussi le titre de votre livre, c'est les travailleurs dans la chair aussi, qui vivaient un asservissement, une aliénation à l'objet technique. Oui, tout à fait. Le problème, c'est qu'ils ont peu écrit. Hein. Donc, si on regarde à ce qui se passe dans la sphère intellectuelle ou littéraire, alors, on trouve des échos. Hein. On trouve des échos, mais ils sont lents à être réellement appropriés par les intellectuels. Alors là, la guerre des 14, quand même, ça introduit une rupture. Là, je peux vous donner une série quand même de dates et d'auteurs. Ce n'est pas complet. Je pense déjà en 1926, Romano Guardini, un homme d'église, qui publie les lettres du lac de Côme, qui auront manifestement une influence sur les réactions de Heidegger à la technique. 1931, Oswald Spengler publie L'homme et la technique, et là on commence à parler de la technique. Et ça, c'est un point important sur lequel il faut insister. Et plus simplement des machines, justement. Plus simplement du machinisme. 31, donc, c'est Oswald Spengler. 1932, Lewis Mumford, qui publie aux États-Unis Techniques and Civilization, la civilisation et la technique. Alors, on voit aussi apparaître Jacques Lafitte, en 1932, publie ses réflexions sur la science des machines, qui annonce un peu ce que fera Simondon 50 ans plus tard, mais dans lequel, quand même, il signale le potentiel d'autonomisation et d'intégration systémique de la technique que développera Ellul. Donc, il n'en reste pas simplement à une considération purement mécanologique. 1933, Nicolas Berdyaev, L'homme et la machine, mais très vite il ne parle plus de machine dans ce petit livre qui vient d'être réédité. Il parle de la technique comme d'une nouvelle réalité. 39, José Ortega y Gasset, Méditation de la Técnica. 39, la même année, Georg Friedrich Junger, qui publie La perfection de la technique, Der Perfection der Technik, dans laquelle il signale le caractère titanesque et autonome et la tendance à l'autonomisation et à la création d'un nouvel ordre sans précédent. Alors, là, on voit bien que la guerre dans les 15 ans qui suivent la guerre des 14, il y a quand même une série de penseurs importants qui sont bien obligés d'aborder et dans des termes, d'aborder la question, et dans des termes qui ne sont plus ceux, justement, du rationalisme des Lumières. Et c'est pour ça qu'ils inventent cette notion de la technique.
Il ne parle plus ni des arts et métiers, ni des machines, comme on le faisait au 19e, comme Marx le faisait encore. Hein. Mais il parle de la technique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression que la technique, passé un certain stade de développement, rétroagit sur l'homme. Et là, ils en ont conscience. Hein. Ils en ont conscience. Et ce qu'il faut voir, c'est que la guerre n'a été possible non seulement les dévastations de la guerre n'ont été possibles, pas simplement parce qu'on avait des armes, des outils plus puissants, mais aussi parce que les sociétés et les États avaient mis en place des techniques de gestion de l'humain, hein, de contrôle des approvisionnements, de logistique, de stratégie, etc. Voilà, de propagande. Hein, et là, la technique ne s'appliquait plus sur les choses, elle s'appliquait sur le social, sur l'humain, hein, et avec une dimension englobante. Hein. Les États en guerre avaient transformé, utilisé par exemple l'éducation des enfants pour les préparer à la mobilisation, pour renforcer le sens national, etc. Donc il y avait une emprise finalement de quelque chose que Berdiaïev d'ailleurs, et ça sera repris par plusieurs autres, mais Berdiaïev, je crois, est le premier à utiliser le terme, c'est l'organisation. L'organisation, c'est ce nouveau échelon des techniques, codifié, rationalisé, comme à travers l'organisation du travail, hein, l'organisation scientifique du travail, hein, le taylorisme, qui s'applique à tout un tas de segments de la vie sociale. Hein, et qui fait que finalement cette organisation tend à devenir de plus en plus totalisante, voire totalitaire. Hein. En période de guerre, l'État moderne mobilise et encadre la totalité de la vie sociale de manière assez contraignante. Hein. Le droit habituel est suspendu dans bien des domaines, etc. Hein. Voilà. Donc là, on est à un nouveau stade, hein, du rapport entre l'homme et la technique. Hein. Alors, dans les précurseurs, vous n'avez pas cité Heidegger, qui quand même, dès les années 20, en 27, qui sort son principal livre, Sein und Zeit, je crois, Être et temps, qui est une énorme critique de la technique au sens de la rationalisation du monde par l'être humain, et qui fait remonter à Platon et même à Socrate, je crois. Vous ne l'avez pas cité, alors qu'il a quand même inspiré un certain nombre de gens. Il y avait Max Weber aussi avant. Alors, bon, peut-être qu'on en reparlera. Il a eu un engagement nazi dont Ellul s'est démarqué très tôt, je crois, des années 30. C'est assez immédiat. Mais alors, puisque vous abordez la question de l'organisation, est-ce que ce n'est pas le moment d'essayer de définir la technique ? Ce sont des questions. Parce que lorsqu'on parle de la technique, en général, on imagine des objets techniques. On voit la pelle, on voit la pioche, le couteau, on voit la machine, on voit la voiture, on voit la machine au travail. Mais vous nous parlez maintenant d'une organisation. Alors, qu'est-ce que c'est la technique ? Est-ce que vous avez une définition de la technique ? Alors, d'abord, je vais répondre à votre question, mais je réponds à votre remarque quand même juste avant, à savoir que le livre de Martin Heidegger sur la question de la technique, c'est le moment où vraiment, spécifiquement, il consacre un écrit à cela, hein, date de 1954, c'est-à-dire exactement la même année où que Jacques Ellul sort La technique ou l'enjeu du siècle. Hein. C'est les deux ouvrages sortent, on peut dire, en Europe simultanément, hein, par deux auteurs qui ne se connaissaient pas. Hein, Ellul connaissait l'existence de Heidegger,
mais ne s'intéressait pas à son œuvre, puisqu'il pensait que, comme c'était quelqu'un qui était proche du nazisme, il disait, bon, je peux pas, d'ailleurs à mon avis à tort, mais enfin, il ne pouvait pas imaginer qu'il y ait quelque chose d'intéressant dans ce que pouvait dire Heidegger. Bon. Voilà, donc après, je veux dire, plus tard, il y a eu d'autres livres aussi, hein, qui ont été publiés. Je pense à Gunther Anders, L'obsolescence de l'homme en 1956. Le grand livre quand même si je trouve qu'il y a des points qui sont très contestables, mais très utiles quand même, c'est le livre de Gilbert Sibondon, du mode d'existence des objets techniques. Voilà, le système technicien d'Ellul en 77, le bluff technologique en 88. Voilà, donc, et puis après, c'est Antionas, le principe de responsabilité. Voilà, donc, alors, pour revenir à votre question, qui était, qu'est-ce qu'on entend par la technique? D'accord. Oui, qu'est-ce qu'on peut entendre par la technique? Alors, d'abord, on peut être critique de la technique sans forcément rejeter les techniques, ni toutes les techniques. Donc ça, c'est un point important. Quand même, les penseurs que j'ai cités ont eu besoin de cette notion de la technique, même s'il y a toujours eu, à l'intérieur du mouvement intellectuel en Europe, un courant qui cherche tout le temps à revenir sur l'objet technique et dire non, la technique, ça n'existe pas, il n'y a que des techniques. Hein. On pourra revenir, c'est un courant quand même très fort dans la philosophie des techniques en France et la sociologie des techniques. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'opposé, il y a eu des penseurs qui ont dit non, il en a besoin d'un concept de la technique parce qu'on est passé à autre chose que simplement des techniques particulières et des techniques purement instrumentales. Alors, je pense que c'est chez Ellul qu'on trouve peut-être une des descriptions les plus complètes, les plus élaborées justement de cette notion de la technique. Et je vous propose de réfléchir un peu là-dessus. Donc, d'abord, il faut rappeler qu'Ellul a toujours dit qu'il s'était inspiré de la méthode de Marx, un penseur auquel il disait qu'il devait beaucoup. Mais alors qu'au XIXe siècle, Marx insistait sur le rôle du capital, sur la logique autonome de son développement pour expliquer les contradictions de la société de son temps, et tout particulièrement la désorganisation sociale, c'est-à-dire la prolétarisation de masse, ou la désorganisation politique, c'est-à-dire l'ère de révolution dans laquelle l'Europe était entrée, Ellul, lui, pense que au XXe, à partir en gros de la guerre des 14, c'est la technique qui est devenue le principal facteur, mais certainement pas l'unique facteur, Ellul le rappelle toujours, qui détermine la vie sociale moderne. Et il dit, elle tend à se développer selon sa logique propre, ce qui lui confère une autonomie analogue à celle du capital au siècle précédent. La technique, écrit-il, conditionne et provoque les changements sociaux, politiques, économiques. Elle est le moteur de tout le reste, malgré les apparences, malgré l'orgueil de l'homme qui prétend que... ces théories philosophiques ont encore une puissance déterminante et que ces régimes politiques sont décisifs dans l'évolution sociale. Or, Ellul continue, il dit ce ne sont plus les nécessités externes, c'est-à-dire les intentions des humains et des groupes, qui déterminent la technique, ce sont ces nécessités internes. Elle est devenue une réalité en soi qui se suffit à elle-même et qui a ses lois particulières et ses déterminations propres. On voit que ce que dit Ellul du rôle de la technique dans la société technicienne est très proche de ce que Marx avait dit du règne du capital dans la société industrielle bourgeoise. Mais qu'est-ce que c'est alors? Je vais y arriver. Je suis lent.
La comparaison avec Marx peut aider à éviter le contresens. Rappelons que pour Marx, les lois économiques sont historiquement déterminées. Il y a eu au cours de l'histoire des sociétés qui connaissaient la monnaie, les banques, la propriété privée, sans pour autant être soumises à la logique de ce que Marx appelle le capital. Afin de maîtriser les effets aliénants du nouveau régime socio-économique qui caractérise la société industrielle, Marx a cherché à montrer qu'elle a une dynamique propre et pour cela il a élaboré le concept du capital comme force de transformation sociale qui regroupe un ensemble de réalités. De même, en lisant Ellul, il faut toujours se rappeler que la technique, ce n'est pas les techniques que nous pouvons voir fonctionner. Il distingue soigneusement entre l'opération technique, alors effectivement la technique instrumentale qui est inséparable du mode d'être au monde de l'homme, une sorte d'invariant anthropologique, on ne peut pas imaginer les hommes sans technique, sans outils. C'est pourquoi d'ailleurs accuser Ellul de technophobie est absurde. Et il distingue soigneusement cela du phénomène technique qui est typiquement moderne et qui n'a pu se développer que dans certaines conditions sociales et culturelles et qui, insiste-t-il, dans certains textes, aurait pu aussi bien ne pas apparaître. Comme le capital pour Marx, ce qu'Ellul appelle la technique, ce n'est pas une chose observable telle quelle qu'il suffirait de décrire comme on le fait pour une technique particulière. C'est un concept explicatif qu'il faut construire pour caractériser un régime particulier des pratiques techniciennes dans le monde moderne. C'est cette nouvelle force impersonnelle, ce qu'il appelle un processus sans sujet, qui structure la société technicienne, qui reconfigure la vie sociale d'une manière spécifique et explique les changements observables. Et donc, c'est un nouveau régime de l'opérativité humaine que l'examen des seuls objets techniques, des artefacts, des outils, des machines, ne permet pas d'identifier correctement. Du fait de ces caractères nouveaux, la technique tend à se constituer en une réalité bien plus globale et autonome qui conditionne l'usage des outils et des techniques particulières et tend à soumettre à ces exigences tous les domaines de la vie sociale et individuelle. Alors, ce concept de technique est explicité par une série de caractères, justement, sans lesquels on ne peut plus parler de technique. Alors, il insiste sur l'automatisme des choix techniques, ce qui fait que les innovations tendent à s'enchaîner les unes les autres, que finalement, les nouveaux moyens tendent à s'imposer d'eux-mêmes. Personne n'a décidé, il y a un siècle, qu'il fallait perfectionner l'automobile pour édifier la civilisation de la voiture qui est maintenant la nôtre et qui s'est imposée partout. Le choix par exemple, de ce procédé technique s'est fait de lui-même. Bien sûr, il y a des intérêts comme le capitaliste qui se sont greffés sur cette possibilité-là et qui ont prospéré là-dessus. Mais personne n'avait en vue le résultat qui en est advenu, c'est-à-dire la société de la voiture, qui a tout transformé. Alors, il y a cette espèce qu'il appelle justement cet automatisme des choix techniques qui nous échappe. On lance des processus dont on ne voit pas jusqu'où ils vont aller. L'informatisation aussi s'est imposée d'elle-même. Vous venez d'entendre les enjeux des technocritiques avec Daniel Cérézuel. Deuxième et dernière partie de l'entretien dans 15 jours. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet hérétiqueaupluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.